Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur Kering? Donc le groupe Kering, Kering est regroupé et fait grandir un ensemble emblématique dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie. Gucci, Saint Laurent, Bottega, Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Porn Quilling, ainsi que Kering Edgeware. Voilà, désolé pour la prononciation, mais l'anglais c'est vraiment pas mon truc. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de marques sous le pavillon Kering, ça on pouvait s'en douter, notamment que des marques de luxe. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ces maisons de repousser leurs limites en termes d'impression créative, tout en encore un mot en anglais, donc je vais vous l'épargner. En 2022, Kering comptait le collaborateur et réalisait un chiffre de 20,3 milliards d'euros. À fin 2022, le groupe détenait un réseau de 1659 magasins gérés en propre. Donc ça veut dire que c'est vraiment Kering, la maison mère, qui gère. En tout cas, les filiales et au-dessus la maison mère, évidemment, qui prend les décisions. Implanté en Europe et en Europe de l'Ouest, au Japon et dans des pays émergents. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante, donc l'Europe de l'Ouest 27,3% et autres 7%. Donc en plus on voit qu'il y a encore des possibilités d'aller chercher des marchés ailleurs. Donc plutôt pas mal là-dessus. Le nombre d'employés, donc 47 227 000, on l'a vu tout à l'heure. On va aller regarder les ventes par activité, donc ça c'est histoire de voir rapidement. Donc on voit que Gucci représente quand même 55% de son activité, des ventes. Donc plus de 50% sur juste la marque Gucci, ça peut effectivement être un problème. Après la marque Gucci est tellement forte que je ne sais pas. En tout cas il faudra quand même surveiller ça dans le temps et peut-être regarder si... Kering va faire peut-être de nouvelles acquisitions dans le futur pour essayer de diluer un petit peu son exposition à la marque Gucci. Yves Saint Laurent 14,3%. La deuxième, la Hautère Housse, je la connais pas, donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Mais bon, on voit quand même Gucci est quand même assez lourd dans le fond Kering au final. Les ventes par région, donc on a vu tout à l'heure. Ce qu'on va regarder, c'est au niveau des dirigeants. Donc 60 ans, il y est depuis 2005. Oui, donc c'est le fils qui a repris. Je crois que c'est le père qui était le créateur avant, qui est Pinault aussi, mais je ne me rappelle pas de son prénom. On va regarder un petit peu, on va peut-être le voir un petit peu. François-Henri Pinault toujours qui apparaît. Ça d'accord. La famille, il me semble qu'elle détient encore une grosse partie. Voilà, c'est Pinault-François, voilà, c'est ça. Donc ça, Pinault-François, François Pinault, ça c'est le créateur de Kering à la base, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, son fils a repris là, en 2005, les rênes de la société. Donc ce qu'on peut voir, et ça c'est toujours très appréciable quand vous achetez une société, c'est que la famille détient 42%. Donc très très loin derrière, en deuxième position, on a 5,03%, donc vraiment la famille tient vraiment bien son business, et ça c'est quand même assez rassurant pour les actionnaires et pour les investisseurs notamment. On a ensuite, il me semble aussi qu'il y a un intéressement pour les employés, mais je le vois pas marqué ici. Alors je sais pas si c'est pas Kering SA. Là je ne sais pas, ce sera à vérifier, mais en tout cas j'aime bien ce côté 42% détenu par la famille, ça c'est toujours très important. Les participations, ils ont Puma aussi, d'accord, donc ils ont des actions Puma à 3,92%. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ils sont installés, la société est installée à Paris a priori.
Ok, donc maintenant on va aller voir un petit peu. Alors avant le secteur, donc on est dans la consommation cyclique, hein, évidemment. Détails, autres détails spécialisés. Bon après ça c'est que on dit un peu la même chose. Et si on regarde le secteur détaillant de vêtements et accessoires, donc plus ou moins des sociétés qui seraient un petit peu dans le même business que Kering. Alors je sais pas s'ils font tous du luxe, je suis pas sûr. Là on voit Blueberry. Blueberry, ça c'est les très sympa d'ailleurs comme chaussures. Donc là, depuis le 1er janvier, on a 6,26%. Si on regarde, il y a quand même pas mal de valeurs qui ont baissé. Si on la regarde par rapport à quelques valeurs qu'on peut connaître dans le luxe, on a Foot Locker. Alors Foot Locker, c'est pas vraiment du luxe non plus. Moins 31,49%. Ça pique hein, quand même. Ouais. Bon, après, les valeurs du luxe comme ça, comme Kering, LVMH et tout ça, vous savez très bien que si vous les achetez presque même au plus cher, vous allez quand même en finir par être rentable à un moment ou à un autre, parce que vous allez lisser en achetant en plusieurs fois, en rentrant sur plusieurs actions, et ça permettra d'être au final toujours rentable, parce que c'est des trop belles sociétés. Elles vont continuer à monter, c'est sûr, dans les années à venir. Là, ça stagne un peu, mais c'est justement l'occasion peut-être de rentrer en petite quantité, parce que je vous rappelle que il y a des cracks quand même tous les 10 ans, et c'est quand même au moment des cracks qu'il faudra vraiment là y aller plus fort sur les actions luxe, mais vous pouvez déjà en rentrer une ou deux dans vos portefeuilles sans faire de trop grosses lignes, histoire de pas vous retrouver avec des valeurs trop importantes. Surtout en cas de chute, comme je vous le dis. Du coup, on va continuer. On va aller voir donc les finances. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve sur la valorisation de l'entreprise. Donc, on peut voir que pour 2022, on avait 58 milliards 122 millions de capitalisation, ce qui était assez important. On avait une augmentation sur 2023. Par contre, on voit quand même une grosse baisse entre 2021 et 2022. Ça, là, on le voit bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Sans doute que c'est lié à la situation avec l'Asie, hein, et puis peut-être aussi à l'exposition de Kering sur sa marque Gucci. Peut-être ça y joue aussi un petit peu. Ensuite, au niveau de la valorisation, donc on a 58 milliards 122 sur 2022 et 82 milliards 144 millions en 2021. Donc on a aussi ce phénomène. Au niveau du PER 2022, 16,2, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça a l'air de baisser, donc c'est 16 fois on est prêt à payer 16 fois les bénéfices de la société. Vous voyez qu'en 2020 c'était 34 fois, donc c'est pas la même. Hein. Ensuite, au niveau du rendement, donc 2020 1,35, pour 2022 il n'y en avait pas. Sinon on était presque sur une progression constante, et quand on arrive là sur 2025 à 3,60, ça commence à être assez sympathique quand même. Là, à 3,60 sur des valeurs qui augmentent leurs dividendes chaque année, je pense que ça peut être intéressant. Après, j'ai pas l'explication pour 2022 pourquoi ils ont coupé leurs dividendes, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ce qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce que j'aime voir et qu'est-ce que je regarde sur une action pour rentrer dessus. Là, par exemple, les marges d'exploitation, hein, la ligne jaune, vous voyez, à pratiquement 30%. Et la marge nette qui est aux alentours des 20%. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime, évidemment. Ce que je vais regarder sur ces parties-là, par exemple, c'est si la marge d'exploitation est au-dessus de 20% et si la marge nette est au-dessus de 10%. Là, c'est les situations où les sociétés commencent à être intéressantes, d'après moi. Donc voilà un des critères, c'est pas le seul, mais voilà un des critères. Après, évidemment, des fois, je l'affine. Hein. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir qu'on a une augmentation constante depuis 2020, avec une projection jusqu'en 2025, ce qui est plutôt correct, hein, même si entre 2022 et 2023 c'était pas énorme la progression, mais quand même. L'EBITDA suit la même chose.
Donc ça c'est très bien. La marge d'exploitation, donc on vient de le dire, on est à 28, ce qui est très bien. La marge nette, on est à 19 en projection là, 18 pour 2023 et jusqu'à 19, c'est super franchement. Bénéfice net par action, il est top, en progression aussi. Vous voyez que tout est en progression, c'est ça qui est vraiment bien sur ce genre d'action. Et alors si en plus on a la chance de la racheter à moindre coût, on peut vraiment dormir tranquille. Au niveau des dettes, donc on voit qu'on a de la dette en 2023. 2022, toujours aucun chiffre, alors je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, hein, petit appel, hein, n'hésitez pas à me dire si vous savez pourquoi il n'y a pas de chiffre en 2022. Forcément, la société a quand même travaillé. Du coup, 2023, on aura une dette de 5 792 millions, alors que les capitaux propres sont de 15 milliards et un peu plus. Donc on est largement couvert. On a 3 fois la dette en capitaux propres. Donc c'est top. Et en plus, on voit une dette qui va avoir tendance à baisser. Et on pourrait même imaginer qu'elle va disparaître pour 2026-2027. Au niveau du leverage, tout est ok, on n'a pas de problème. Le cash flow, il est plus que positif, hein, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards pour 2023. Ouais, en plus, il augmente d'année en année, donc bon, c'est vraiment top. 2023-2024, un peu moins forte augmentation, mais quand même. Le RE, donc on voit qu'on a un avantage concurrentiel sur la société depuis 2020 et qui explose là ces dernières années, puisqu'on est à 25%. Le ROA, donc vous voyez, à 11% pour 2023, ce qui veut dire que si vous mettez 100 euros dans une machine, votre rendement de la machine, vous devrait vous rapporter 11%. Donc ça, c'est top. Évidemment, c'est une caricature, hein, c'est pour faire comprendre comment ça fonctionne. Et le CAPEX, qu'on voit aux alentours de 5,5 à 6% tous les ans. Donc ça, c'est très bien aussi, parce que c'est pas une société qui se laisse dormir. Elle continue à investir. Alors, elle a tout intérêt en plus à aller chercher de la croissance externe et peut-être de diminuer un petit peu son exposition à Kering, même si c'est une très 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 très, très belle marque. Donc c'est plutôt judicieux de la part de Kering. J'ai dit Kering, oui, j'ai Kering ou Gucci, je sais plus. En tout cas, trop exposé à Gucci, vous l'avez compris, et il faudrait qu'elle dilue un peu ça en ayant peut-être de nouveaux actifs et de nouveaux revenus externes, pourquoi pas. Donc ça peut se faire avec le rachat de société. Au niveau du rendement, on a du 2,40 sur les 12 dernières années, donc c'est correct, franchement c'est très correct. Le PER, là par contre, en moyenne sur 13 ans, 52,9. Aïe aïe aïe, 59 fois, 52 fois, on était prêt à payer 52 fois les bénéfices de la société pour l'acheter ces dernières années, ces 13 dernières années. Donc effectivement, vous voyez hein, on est sans doute dans une situation plutôt favorable là pour re-rentrer sur un dossier de qualité. Après, s'il y en a parmi vous qui pensent que Kering n'est pas un dossier de qualité, que c'est plutôt son déclin, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais quand je vois que on a pas mal de d'investissements externes, pardon, ça me laisse penser que la société peut continuer à évoluer et peut continuer aussi à avoir de la croissance et elle va pas s'endormir comme ça sur ses lauriers. Au niveau des dividendes, donc plutôt très correct, hein, puisqu'on voit que depuis 2019, on n'a jamais dépassé les 50% de reversement de dividendes. Donc ça, c'est quand même très bien. Donc société qui va nous verser un dividende aux alentours des 3% et qui en plus en dessous de 50%, c'est plutôt top. On est vraiment, on n'en demande pas plus. Hein. Bonne marge d'exploitation, bonne marge nette. Du cash flow positif. Bon voilà, hein. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus hein, si ce n'est éventuellement des prix d'achat encore plus bas. Mais non, c'est très correct, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment très correct. Au niveau du flottant, 57%, ça va. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On va aller regarder donc le graphique. Alors, cotation d'abord, histoire de voir un petit peu au niveau de ces prix historiques.
pardon, au niveau de ses prix historiques, qu'est-ce qu'elle a fait. On va peut-être pouvoir voir sur les 10 dernières années, éventuellement, à quel prix elle a été. Bon, je pense qu'avec les chutes et les cracks boursiers, on a forcément un moment où elle a dû bien baisser, sans doute beaucoup plus qu'elle ne l'est actuellement. Déjà, on peut voir donc sur la semaine, on est à moins 2,12, donc c'est pas forcément le truc qui intéresse le plus. Là, par contre, vous voyez, sur l'année en cours, on est à plus 6,56, mais sur l'année, on est à moins 2,65%. Donc, comme quoi, il y a bien une opportunité actuellement, elle est bien sous-évaluée par rapport au reste du secteur. Si on regarde sur 10 ans, vous voyez 136,55 €. Là, on est sans doute pas près d'y retourner. Puis si on y retourne, je pense qu'on sera beaucoup à vraiment envoyer dedans. Sinon, sur l'année en cours, on est à 478. Sur un an, 427,55. Bon, moi j'ai mis un ordre à 467. Donc on verra si ça va chercher. Ce que je voulais surtout, c'était déjà dans un premier temps être en dessous des 500. Et puis ensuite, voir si on peut essayer de se retrouver en dessous des 400, ce qui serait quand même super sur une action pareille. Mais pour ça, il faudra vraiment être très patient. Donc par rapport à ces supports, vous voyez que là, on en a un à 496,20. Vous voyez là le support où elle est actuellement, là, elle est bloquée dessus. On voit quand même les tendances, elles sont pas belles, hein. Franchement, si vous regardez la moyenne mobile 20 périodes, elle est en chute libre. La moyenne mobile 50 périodes, c'est pareil. La moyenne mobile 100 périodes, elle est pas forcément en chute libre, mais bon, elle est pas positionnée au bon endroit, puisque là, on ne devrait pas être dans ce sens-là. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si ça va continuer à descendre. Vous voyez la résistance, hein, la prochaine, hein, 467, c'est celle que moi je vais chercher. Dans tous les cas, c'est un bon dossier. Donc vraiment, je pense que je me prends un peu la tête pour rien. Vous voyez que si on le compare sur le 440, donc là c'est sur une année, hein, donc sur la dernière année, hein, là c'est pour confirmer effectivement qu'on a bien une baisse du titre cette année, qu'il y a une opportunité. On peut voir que par rapport à 5 ans, on a aussi une baisse là sur cette partie là. Depuis 2022 à peu près, on a une baisse. Sinon, on a quand même dans l'ensemble, généralement, le Kering qui surperforme sur 5 ans. Sur le max, c'est là où on va voir vraiment l'énorme différence entre Kering et le 440. Donc là, vous voyez, et Kering est largement au-dessus. Hein, la performance est vraiment bien plus importante. Donc là, on est de 92 à 2023. Donc 21 ans. Donc sur 21 ans, vous voyez que là, il n'y a pas photo. On a une performance bien plus importante de Kering, et même sans regarder après avec le Covid, hein. C'est pas le Covid qui l'a fait exploser, elle avait déjà explosé à partir de 2015 grosso modo, entre 2015 et 2016. Elle est partie, on le voit, et après elle a continué à monter. Est-ce qu'elle va redescendre à ses prix de 2015 je serais quand même assez surpris. Je pense que le marché aussi le sera, si ça devait arriver. Là, je pense qu'il y aura peut-être des questions à se poser sur ces fondamentaux, même si on voit quand même que depuis toujours, hein, ça a toujours été propre. Hein. Vous voyez, en 2000 aussi, c'est pareil, c'est propre. Hein. Alors oui, là, 2020, de 2016 à 2020, oui, c'est vrai que là, ça monte bien. Mais regardez, là, par l'historique, ça a quand même toujours été au-dessus du 440 et toujours avec de belles petites poussées.